Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Lors de cette édition, nous allons revenir sur un incendie qui s'est déclaré au marché d'Ongozi et qui a tout ravagé. Une personne qui avait des marchandises est décédée suite au traumatisme. On revient aussi sur le déroulement de l'examen d'État. Nous revenons aussi sur un appel de la Banque centrale et sur la conservation des billets. À la présentation, c'est Alice Ndaïzeye. Bienvenue. Rétro Hebdo. Le marché central de la ville d'Ongozi a été entièrement ravagé par un incendie d'origine inconnue dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Les commerçants ainsi que les habitants qui s'approvisionnaient dans ce marché sont aujourd'hui désemparés. Et une personne parmi celles qui avaient des marchandises est décédée suite au traumatisme. Dans son message, le gouverneur de la province de Boutanyelela, Victor Segasago, a réconforté les victimes Jean Nahiman. Selon certains commerçants du marché central d'Ongozi, l'incendie s'est déclaré vers 22h. Il a commencé à l'entrée du marché près du parking avant de se propager rapidement vers l'intérieur. Le camion extincteur est ensuite intervenu, mais la quantité d'eau qu'elle contenait s'est rapidement épuisée sans parvenir à maîtriser le feu. Deux autres camions extincteurs sont ensuite arrivés, dont un en provenance de Gitega, mais seulement vers minuit. À l'exception d'un bâtiment à étage composé de kiosques situés le long de la route nationale Ngozi-Muyinga, tout le reste du marché a été réduit en cendres. Jusqu'à 11h de ce vendredi, certains foyers d'incendie étaient encore visibles. Commerçants et habitants présents sur les lieux étaient profondément bouleversés. Tout le marché a été presque réduit en cendres car tous les kiosques qui avaient des marchandises de grande valeur sont partis en fumée. Nous demandons que les équipements d'intervention soient toujours disponibles pour être déployés en cas de tel incident. Tous demandent que le marché, dont les kiosques qui étaient jusque-là constitués de simples tôles, soit reconstruit avec des infrastructures modernes, d'autant plus qu'il s'agit du deuxième incendie majeur après celui de 2021 où une grande partie des constructions était en bois. À la suite de ce drame, le gouverneur de la province de Boutanyelela, Victor Segasago, s'est rendu sur le lieu du drame et a adressé un message de réconfort aux personnes touchées ainsi qu'à l'ensemble de la population de la province. Nous avons constaté qu'il y a ceux qui ont été traumatisés par les faits et une personne est décédée pour la même cause. Et nous voudrions demander que toute personne qui verrait son voisin avec des signes de traumatisme peut lui amener au centre de prise en charge en cas de besoin. Une commission sera mise en place pour la reprise immédiate des activités. Le gouverneur a par ailleurs appelé toutes les personnes qui auraient sauvé de cet incendie des articles ne leur appartenant pas à les restituer à leurs propriétaires. À défaut, il a invité les victimes à saisir la justice. Il a annoncé qu'une commission sera mise en place avec notamment pour mission de procéder au nettoyage du marché. Une fois ces travaux terminés, les commerçants pourront reprendre leurs activités, a conclu le gouverneur. Signalons somme toute qu'il s'agit d'un quatrième marché dans le pays à être victime d'un incendie dans un délai ne dépassant pas 3 mois. Depuis la province Boutanyelela, Jean Neyman pour la radio Indount Culture. Merci Jean Nahimana. Notre message de réconfort suite à cet incendie et du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a sur son compte X écrit, je cite, « Nous sommes attristés par l'incendie qui s'est déclaré hier au marché central d'Ongozi où les citoyens qui travaillent ont vu leurs biens partis en fumée. Nous présentons nos sincères condoléances aux sinistrés et nous exhortons à ne pas perdre espoir. » Quant à la capitale politique de Gitega, les travaux d'aménagement des allées pour les camions anti-incendie ont suscité de vives indignations chez les commerçants ayant vu leur place de vente démolie. Ces travaux annoncés en juin dernier se déroulent sous la supervision d'une commission mixte incluant l'administration, la police de la protection et des représentants des commerçants. La partie lésée a appelé à la planification minutieuse avec étude d'impact pour tous les travaux du genre. Les précisions avec Anne Senangouv.
Des bruits de tôle, des groupes électrogènes et postes à souder se mêlent aux voix des personnes pour générer une clameur inhabituelle au marché central de Gitega ces jours-ci. Des toitures des principales allées ont été démolies et même des kiosques pour dégager les passages prévus pour laisser circuler librement le camion extincteur en cas d'incendie dans cette infrastructure communautaire. Ces travaux se déroulent sous la supervision d'une commission ad hoc constituée entre autres d'un délégué de l'administrateur de la commune Gitega, de la police de protection civile et des commerçants œuvrant au marché central de Gitega. Certains commerçants indiquent être dans la désolation après la démolition de quelques constructions qu'ils avaient érigées grâce à des crédits contractés en cours de remboursement. D'autres font remarquer que la démolition des toitures à plusieurs endroits laissera du soleil tout comme de la pluie menacer certains exploitants du marché central et leurs biens. Il lance ainsi un appel à tout un chacun à toujours agir selon une planification minutieuse qui se fonde sur une étude d'impact de tout genre, en mettant en évidence que ce qui est détruit aujourd'hui avait été construit hier sous le regard des services concernés. Ces activités sont en cours aujourd'hui après le 17 juin dernier où l'administrateur de la commune Gitega Jacques Ndouimana en compagnie du commissaire provincial de la police de protection civile avait annoncé la démolition de toutes ces constructions érigées sur les passages prévus pour le camion extincteur en cas d'incendie dans ce marché. Anissé Nangouvo Gitega, Radio Ndoun Kitura. Merci à Ansen Nangouvou. La passation de l'examen d'État a eu lieu au cours de cette semaine et le ministre en charge de l'éducation lors du lancement officiel de cet examen au lycée Étoile des Montagnes du Genda en commune Guibaga de la province de Bujumbura a indiqué que cet examen s'est déroulé d'une façon normale et qu'aucun incident majeur n'a été signalé. François Habyarimana a souligné que le total des candidats attendus est de 53 840 parmi lesquels environ 31 000 filles et 40% de ces candidats sont des lauréats de l'enseignement technique. Je vous prie de l'écouter. Globalement, l'examen se déroule d'une façon normale. Nous n'avons enregistré aucun incident majeur. Nous avons tout simplement constaté au lycée Skepers de Nyakabiga un candidat qui est arrivé en retard et nous avons donné l'ordre que les surveillants l'autorisent à passer l'examen sans aucun problème. Au total, nous avons 53 840 candidats qui étaient attendus, parmi lesquels on enregistre environ 31 000 filles et 40% de ces candidats sont des lauréats de l'enseignement technique. Vous comprenez donc que l'éducation des filles dans notre pays se trouve en tout cas au bon niveau. Le premier conseil, c'est qu'ils doivent mettre beaucoup plus d'efforts pour qu'ils puissent réussir l'examen d'État avec une excellente note. Pourquoi nous recommandons aux candidats de travailler très fort et de réussir avec une excellente note? C'est que ceux qui vont réussir avec une excellente note, ils auront l'occasion d'être inscrits dans les universités publiques où le Minerval n'est pas exigé, plutôt où ils auront droit aux pré-bourses qui va leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions, surtout pour les familles qui sont vulnérables. Nous leur avons conseillé de ne pas se décourager. Pour ceux qui ne vont pas travailler correctement pour ce premier examen, parce que s'ils se découragent, c'est un facteur qui va entraîner l'échec. Même en commune Boubanza de la province de Bujumbura, sur les 4 centres de passation de cet examen, aucun incident majeur n'a été signalé, sauf des cas de retard qui se sont fait remarquer sur certains centres suite aux effectifs élevés des candidats. Alexis Ngeshiman. Au lycée Boubanza, en centre de passation de l'examen d'État où nous sommes passés ce matin. L'examen se passe bien sans incident. Ils sont 650 élèves qui terminent la formation post-fondamentale et 9 autodidactes. Selon Akizimana Edith, présidente de ce centre, ils ont enregistré un léger retard dû à l'organisation des places de passation et à l'effectif élevé et à 9h05 alors que c'était prévu
à 8 heures le début de cet examen. Le même retard a été observé à l'école technique de Bubanza pour les mêmes causes. En commune Bubanza, il y a 9 centres de passation, la seule commune qui compte plus de 970 élèves. L'administration scolaire appelle les élèves à être tranquilles pendant cette période de passation de l'exéta. Ils ont été suffisamment préparés pour affronter ce test. Nous ont avoué qu'ils attendent une bonne note pour cette édition selon des responsables des écoles contactés. Alex Ngeshimana Wanza, Indundi Culture. Merci Alexis Ngeshimana et à Gitega. Quelques irrégularités ont été signalées. Certaines listes contenaient des noms des candidats n'ayant pas été certifiés dans leurs écoles respectives. Ici et là, un candidat non inscrit et un autre inscrit sans avoir le droit de passer cet examen. Mais tous ces cas ont été traités à temps. Entre 8h45 et 9h de ce mardi, la passation de l'examen d'État édition 2026 avait déjà commencé dans les centres situés à l'école technique secondaire d'art et sans sigle au lycée Sainte-Thérèse de Muchacha ainsi qu'au lycée Notre-Dame de la Sagesse dans la capitale politique. Les responsables de ces centres ont révélé que ce retard a été dû aux effectifs imposants des candidats ou parfois figuraient sur les listes et des refusés dans leurs écoles respectives. Au lycée Sainte-Thérèse de Muchacha, 510 candidats étaient attendus, mais 57 se sont absentés, parmi lesquels des candidats non certifiés dans leurs écoles. Sur ce centre de passation de l'examen d'État, un candidat s'est retrouvé non inscrit et a commencé à s'isoler dans la tristesse, mais a été très vite repéré pour être réhabilité. À côté, au centre situé au lycée Notre-Dame de la Sagesse, ex-CND, 564 candidats étaient inscrits et 6 absents répartis dans cette section à travers 11 établissements. Sur ce centre, en cas d'élèves n'ayant pas été certifiés au lycée Sainte-Bernadette de Gitega s'est présenté pour passer l'exéta, mais a été très vite identifié pour être écarté des lieux. Quant au centre de passation situé à l'ETESA, 267 candidats dont 106 filles et 161 garçons en provenance des 4 écoles dont les TESA et Toeges et la Merveille étaient inscrits où un seul autodidacte s'est révélé absent. Signalons qu'entre midi et demi et 13h, la deuxième épreuve avait déjà commencé sur les centres de passation situés au lycée Gitega, ex-NG et au lycée technique Christ-Roi de Muchacha. Alice Nagvo Gitega, Radio Indundi Culture. Rétro Hebdo. Vous suivez toujours la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Lors de cette même semaine, la population de la commune Lutana en province Burunga a dénoncé des cas de pot de vin et du favoritisme dans le secteur de la justice. C'était lors d'une réunion qui a rassemblé les habitants, les responsables de la justice de cette région et le président de la Cour suprême qui s'est tenu au chef-lieu de la même commune. Quant aux juges déployés dans les zones, ils ont déploré qu'ils n'ont pas encore des locaux. Le président de la Cour suprême a assuré que d'ici au mois d'août de l'année en cours, certaines difficultés ont retrouvé solution. Dieudonné Niazikami. Lors de cette réunion qui a rassemblé ses habitants, les responsables de la justice dans cette localité avec le président de la Cour suprême, certains habitants ont évoqué le comportement de certains juges qui ne respectaient pas la loi quand ils rendent des jugements. Ils ont notamment parlé des juges qui acceptent des pondovés et d'autres pratiques similaires. Les problèmes pour le moment ne manquent pas. Nous pouvons citer des plaintes qui se tranchent mal selon les objectifs variés. Il y a le non-respect des lois qui se fait sciemment, les pédophiles, le népotisme. Nous plaidons. La lutte de tout cela a fait que toutes choses rentrent en ordre. Les juges envoyés pour travailler dans les tribunaux zonaux ont indiqué que parmi ceux qui ont été affectés dans ces tribunaux, certains n'ont pas encore trouvé de lieu où ils exercent le travail. Nous avons le problème de juges qui ont été affectés dans des tribunaux zonaux et nous espérons que dans cette nouvelle organisation budgétaire, ils seront dotés de nouveaux locaux où ils travaillent. Le président de la Cour suprême a souligné qu'il était au courant de tous ces problèmes que Marielle Nkurunziza a assuré aux juges et à la population de cette localité que d'ici au mois d'août de cette année en cours, certaines de ces difficultés auront trouvé une solution.
Les tribunaux zonaux sont récemment mis en place et ils ont suffisamment de problèmes en rapport avec les juges, les problèmes de déplacement. Le problème de s'habituer sur le milieu de travail, nous sommes au courant de tout cela et nous faisons le tout possible pour qu'au mois d'août, certains défis auraient une réponse favorable. Nous serons toujours auprès de vous pour savoir et régler tout ce que vous constatez comme défi dans un bref délai. Dans la commune de Rutana, sur les 9 zones que compte cette commune, 4 zones à savoir la zone Rutana, la zone Bukemba, la zone Gitaba et la zone Gitanga sont celles où jusqu'à présent les juges n'ont pas encore trouvé des locaux pour travailler. En fait de réduire les problèmes qui minent le secteur de la justice, le ministère de la Justice dans ses attributions prévoit de recruter environ 1700 juges. Dieudonné Nianzigami et les pêcheurs exerçant leurs activités sur le site de pêche d'Ogitaza dans la commune d'Omuruta en province de Bujumbura ont aussi émis leurs inquiétudes vis-à-vis à la contamination au virus Ebola. Ils se sont basés sur l'absence de contrôle et de dépistage auxquels ils étaient soumis à leur retour du lac Tanganyika depuis environ un mois, alors que l'épidémie d'Ebola continue de sévir dans le pays voisin, la République démocratique du Congo. Reportage d'Ojotan tous. Nous sommes sur les rives du lac Tanganyika au niveau de la plage de pêche d'Okitaza. Patrice Bayamhoundé répare le moteur de son bateau sur la plage, se préparant à retourner sur le lac. Il s'inquiète néanmoins des risques de contamination à la maladie d'Ebola, dont l'épicentre se trouve à Ituri, en République démocratique du Congo, de l'autre côté du lac. Surtout que les pêcheurs burundais peuvent croiser leurs homologues congolais sur le lac. On ne peut pas ne pas manquer d'inquiétude car quelqu'un peut être contaminé parmi nous. Nous nous saluons avec les Congolais sur le lac, les uns les autres dans leur bateau. Nous nous saluons via les signes. Comme lui, Saïdi Nishimagizwe, regard fixé à l'horizon vers la République démocratique du Congo, s'inquiète que le service de dépistage n'est plus donné sur la plage de Gitaza, malgré qu'il sait qu'une distance d'au moins 500 mètres doit séparer les pêcheurs burundais et congolais sur le lac. Tu vois ce conteneur blanc, c'est là qu'ils opéraient. Le mois passé, ils dépistaient les pêcheurs, mais après une semaine, ils sont repartis depuis. Et pour ça, je m'inquiète car l'opération n'a pas continué. Abdoulatif Chimirimana, représentant des pêcheurs de la plage d'Ogitaza, estime que la situation a changé. L'épidémie d'Ebola ne faisant plus autant l'actualité qu'au mois de mai. Maintenant, ce dépistage n'est pas effectué. Même les pêcheurs ne répondent pas beaucoup à cette opération car la maladie n'est plus d'actualité comme avant. À cette période, le ministère burundais de la Santé avait instauré un dépistage systématique de tous les pêcheurs de retour du lac, une mesure que les pêcheurs souhaitent voir rétablie. Au moment des premières contaminations, plus d'efforts étaient conjugués dans cette opération de dépistage. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il fallait le refaire, c'est important. Ce mardi, l'Organisation mondiale de la santé a publié de nouveaux chiffres sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Au total, 1561 cas ont été confirmés, dont 506 décès. Au Burundi, le ministère de la Santé avait annoncé au mois de mai qu'il fallait mobiliser 15 millions de dollars américains pour faire face au risque de contamination à la maladie d'Ebola. Les agriculteurs de la commune d'Okayanza n'espérant pas grand-chose comme production aussi longtemps que le silence règne autour de la problématique des intrants, surtout qu'ils sont recommandés de faire recours à la fumure organique, mais les sources contactées sur place ont demandé que la situation soit décantée et au bureau provincial en charge de l'agriculture de rassurer que les services compétents sont à pied d'œuvre pour le dénouement de la situation. Jean Nahiman. Lors de notre passage dans le marais de Monkaza situé à la périphérie de la ville d'Okayanza, les agriculteurs nous ont indiqué que les activités évoluent normalement. Nous avons d'ailleurs constaté que presque toutes les parcelles où sont prévus les prochains semis de maïs sont déjà labourées. Il a été aussi réalisé la présence des moniteurs agricoles qui en cette période procèdent au mesurage des parcelles afin de déterminer la quantité de semences qui sera attribuée
à chaque agriculteur et confirment que ces mêmes semences sont disponibles. En revanche, les agriculteurs disent toujours ne pas savoir où obtenir l'engrais minéral. Selon eux, les responsables agriculteurs ont annoncé qu'il n'y en a pas dans les stocks. Ils ajoutent qu'il ne leur a pas été demandé de verser l'argent habituellement destiné à l'achat de l'engrais pour la campagne culturelle essai, comme il en était le cas auparavant. Une situation qui, d'après ces agriculteurs, demeure inquiétante, d'autant plus que les services habilités n'ont pas encore réglé les arriérés d'engrais des saisons culturelles précédentes pour de nombreux agriculteurs. Ce qui fait que, poursuivait-il, les services agricoles recommandent le recours à l'utilisation de la fumure organique. Les producteurs estiment que les terres habituées aux engrais minéraux ne donneront pas de bon rendement avec le seul compost. En outre, font remarquer les agriculteurs, l'engrais organique reste difficile d'accès pour la majorité des ménages, hormis quelques éleveurs modernes disposant d'un important bétail. Ils redoutent donc qu'en l'absence de solution, les ménages sombrent dans la pauvreté et que les projets de développement familiaux risque de ne pas être réalisé. Il demande à cet effet l'intervention du gouvernement afin de trouver une solution durable à ce problème. Interrogé à ce propos, Adelenion Saba, directeur du bureau ayant dans ses attributions le secteur agricole en province Butanyerera, invite les agriculteurs à patienter, expliquant que les services compétents sont actuellement à pied d'œuvre pour le dénouement de la situation. Il rappelle que les semis du maïs dans les marais sont programmés pour le 15 juillet en cours, comme c'est le cas pour chaque année. Depuis la province Butanyerera, Jean Ahiman pour la radio Indon Culture. Rétro Hebdo. La Banque de la République du Burundi a lancé un appel à tout Burundais de prendre soin des billets et a rappelé que la détérioration des billets de banque revient à porter atteinte au patrimoine national. Le chef du service analyse fiduciaire et émission monétaire à la BRB, Gilles Kajambere, a expliqué qu'un billet présentant une détérioration limitée peut être remplacé par la banque. Je vous propose de l'écouter. Les billets peuvent être mutilés parce qu'on peut constater qu'un billet a été déchiré par exemple ou bien a perdu un élément de sécurité comme un fil, comme un autre élément de sécurité. Il arrive des cas où on n'accepte pas l'échange d'un billet. Il y a des critères qu'on considère pour accepter les billets à l'échange. Il y a un premier critère qui est un critère de surface. Normalement, lorsqu'un billet présente une surface supérieure à la moitié, donc 50%, on peut accepter le billet. Le deuxième critère, vous voyez, il y a un chiffre qui montre la dénomination. Pour qu'un billet soit accepté, on exige que le billet ait au moins un des chiffres de la dénomination qui est entièrement visible. Il y a un numéro de série qui est unique pour chaque billet. On exige qu'au moins un des deux numéros de série soit entièrement visible. Vous voyez qu'il y a la signature du gouverneur et du premier vice-gouverneur ou du deuxième vice-gouverneur selon le billet. Donc il faut que au moins une des deux signatures soit entièrement visible pour qu'un billet soit accepté à l'échange. Nous saisissons de cette occasion pour demander à la population en général et aux détenteurs des billets de prendre soin de nos billets parce que les billets qui sont mal conservés ou mal manipulés s'usent très rapidement. La banque centrale serait obligée de remplacer ces billets. Le remplacement de ces billets coûte énormément cher à la banque dans la mesure où les billets sont chers en soi, mais également les billets sont achetés en devises. Les devises sont généralement rares, ça devient très cher pour la banque et même pour le pays. L'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques (OLICOM) a présenté une étude ce mercredi montrant qu'environ une centaine d'entreprises publiques et privées sont tombées en faillite durant les 38 dernières années au Burundi. L'étude pointe du doigt, entre autres, la mauvaise gouvernance dans ces entreprises à l'origine de la faillite. Lors d'un atelier de restitution et de validation de cette étude, des participants ont plaidé pour le suivi et l'application de l'action récursoire des responsables de ces entreprises. Cléria Kangondi.
Ces entreprises publiques ainsi que celles privées analysées au cours d'une étude menée par l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olucom pendant 4 mois par différents experts, une centaine d'entre elles sont tombées en faillite depuis 1987 jusqu'en 2025, comme l'indique l'expert en leadership stratégique, gouvernance et management des organisations Diomède Nineletse. Les institutions bancaires et les institutions de microfinance qui ont tombé en faillite, c'est une centaine. Et depuis alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on continue toujours à parler de la liquidation pendant plus de 20 ans. Alors que les normes de la liquidation ne dépassent pas entre 2 à 7 ans. L'inspection générale de l'État adhère aux conclusions de l'étude, selon Dominique Ouihoreye, chef de la division des sociétés à participation publique et des projets de développement. Au niveau de l'inspection générale de l'État, il y a souvent des missions de contrôle qu'on effectue dans les différents ajustements entreprises et sociétés publiques et partout où l'économie nationale est en jeu. Les mêmes constats que l'Olucom a dégagés, ce sont les mêmes constats de l'inspection générale de l'État. Gabriel Rufiri, président de l'Olucom, montre les causes des faillites de ces entreprises. Les politiciens mettent la pression sur les entreprises au lieu de laisser la loi primer. Ils ne laissent pas une institution établie fonctionner selon les standards internationaux. Les crises et les violences sont source de faillite, mais aussi la mauvaise gestion et les détournements. On dirait que les entreprises sont implantées pour enrichir certains gens. Et ce qui pourrait constituer des solutions face à cela. Si l'État est le régulateur, il ne devrait pas s'immiscer dans la gestion des entreprises. L'autre solution est d'éviter les crises et les violences et que la bonne gouvernance soit effective. L'État et les entreprises devraient laisser les experts œuvrer et avoir un droit de regard sur les résultats seulement. Malgré l'absence des données statistiques démontrant le manque à gagner pour le pays durant ces 38 années, plus de 10 000 personnes ont perdu leur emploi. Le pays n'a pas pu bénéficier de recettes fiscales en rapport et il perd de sa crédibilité lorsqu'une entreprise fait faillite. Merci à Cléria Karundi et l'Association des transporteurs du Burundi a, au cours de cette semaine, lancé un appel au gouvernement à mettre en place une politique qui vise à trouver des solutions face aux problèmes qui hantent le secteur de transport pour le bien-être des véhicules électriques. Alors qu'en ces derniers jours, on remarque une carence de bus électriques, le secrétaire général de la Trabou a précisé que le secteur de transport connaît des infrastructures routières dégradées et de l'insuffisance des stations en électricité pour charger ces engins. Chargé Nida Meba a demandé aussi au gouvernement de réhabiliter les infrastructures routières. On l'écoute. Nous avons aussi vu qu'il y a quand même certaines personnes qui ont déjà commandé des véhicules électriques. Mais dans le cadre du secteur des transporteurs rémunérés des personnes, il n'y a aucun bus électrique. Alors, au niveau du secteur de transport, on attend toujours que le gouvernement a exonéré ces véhicules à 100%, mais il y a encore à faire parce que même avec les bus thermiques, le secteur de transport rémunéré des personnes était en faillite. Je lance un appel vibrant au gouvernement et avant peut-être d'encourager les transporteurs à s'approvisionner de bus électriques. Il devrait d'abord résoudre certains problèmes qui hantent le secteur, notamment les infrastructures routières. Peut-on dire que le nombre limité de ces véhicules est dû à ces problèmes? Tout à fait. Peut-être pour les privés, le gouvernement a exonéré 100% ces véhicules. Il y a des préalables à faire, mais il faut qu'il y ait un petit comité qui doit d'abord passer à revue tous les problèmes qui hantent le secteur, en commençant par les pièces de rechange, les infrastructures routières, et surtout les taxes et impôts qui sont exigés dans le secteur. Sinon, il serait très difficile de convaincre les investisseurs à investir dans un secteur qui est en faillite. Le secrétaire général de la Trabou répondait aux questions de notre confrère Olivier Quizela. C'est ainsi que prend fin notre rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci pour votre aimable attention. Gardez l'écoute. Au revoir. Alice Ndaïdzeye. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.